pour essayer de cibler la singularité de cette céramique coréenne, j'ai choisi de m'attacher aux écrits de quelques étrangers, on va dire, c'est-à-dire les Japonais, et puis il y a aussi un Américain, il y a un Anglais, enfin il y a quelques personnes, il y a même un Français à la fin du 19e, quelques personnes qui ont écrit, qui ont fait des recherches sur cette céramique coréenne. Donc, à travers les yeux de l'extérieur, on arrive mieux à cibler donc, la spécificité de la céramique de ce pays. Il y a quelques céramistes parmi vous, mais vraiment peu nombreux. Pour les autres principalement, je vais vous montrer des photos concernant les techniques. Je vais vous parler de l'argile, des glaçures, du mode de fabrication et aussi pour essayer de cibler plus facilement le tempérament coréen et donc cette manière si particulière que les Coréens ont de travailler l'argile. Donc on va regarder quelques photos ensemble si vous voulez bien. L'argile forme une très grande partie de la croûte terrestre. Elle se trouve sous nos pieds, on l'ignore souvent, et elle prend il y a énormément d'argiles différentes, depuis le kaolin le plus pur jusqu'aux marnes argileuses qui se trouvent dans les limons des rivières ou des fleuves. Ça va nous donner des textures différentes, des couleurs différentes, des plasticités différentes. Et c'est un monde immense. Quand on trouve l'argile telle qu'elle dans la carrière ou dans les fossés ou dans les collines, etc., bien sûr elle n'est pas pure. Donc il faut déjà la préparer. La nettoyer en quelque sorte. Donc si on a besoin d'une argile, d'une pâte très pure, on va tamiser l'argile. Donc on va mélanger l'argile à l'eau pour obtenir une pagotine qu'on appelle très liquide et qui est ici tamisée. Je me souviens que dans cette piscine, vous avez l'argile. Dans cette piscine, elle est mélangée avec une palle et ensuite elle est tamisée. Je me souviens qu'à cette hauteur-là du canal d'écoulement, il y avait un gros aimant qui est là pour capter les particules de fer, l'oxyde de fer, pour avoir une couleur plus pure et pour avoir une pâte plus homogène. Et ensuite, la pagotine s'écoule dans les bacs de décantation où elle va sécher, elle va s'évaporer, on va enlever l'eau de surface et soit elle s'évapore, soit on la retire après, après que l'argile soit déposée au fond du bac. Et ensuite, on a une argile presque plastique qu'il faut faire encore sécher et qu'il faut surtout pétrir et malaxer. L'atelier de mon maître qui s'appelait Ijuni, son atelier était non loin de Icheon. Icheon est une ville qui est située à une heure de nos jours, on mettra 2 heures on va dire avec la circulation, à 1 heure ou 2 de Séoul. Il y a une ville qui était une petite ville dans les années 80 quand j'étais étudiante là-bas et qui est maintenant devenue une assez grande ville. Il y a toujours de nombreux ateliers et il y a 30 ans on marchait
l'argile avec les pieds de façon à lui donner une homogénéité indispensable à la fabrication. Vous voyez comme c'est fait d'une manière ordonnée, c'est-à-dire avec le talon. Monsieur Kang, qui préparait la terre chez mon maître, il se tenait à une corde qui était accrochée au plafond et il sautait. Il écrasait l'argile. Il formait donc une espèce de sillon avec le talon et puis revenait avec le plat du pied pour étaler. Et donc il partait d'un tas de terre d'une centaine de kilos, même un peu plus, 100 kilos de terre, ça fait pas un volume énorme. Il étalait en forme d'une galette magnifique et très grande. Ensuite il prenait un couteau à la lame recourbée, il découpait des carrés, des carreaux, et il remettait tout ça en tas et il recommençait. C'est vraiment très 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 fatigant. De nos jours, on a des malaxeurs et des boulineuses qui préparent l'argile pour nous. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Le travail en Orient et en Occident est, on pourrait dire, semblable, mais en fait, l'appréhension du matériau est suffisamment différente pour qu'à mon arrivée en Corée, quand j'avais déjà eu quelques années d'apprentissage, j'ai recommencé tout à zéro. C'est vraiment l'appréhension du matériau et c'est le fait que on n'utilise pas une force considérable en Corée, alors que quand je travaillais dans les ateliers traditionnels encore, à l'époque, dans les années 70, en Bourgogne ou dans le Berry, on utilisait, les tours étaient assez puissants, c'était des tours électriques déjà, et on y allait avec des gros bras, avec beaucoup de force. Et quand je suis arrivée avec ma manière d'appréhender le matériau en Corée, j'étais étonnée parce que le tour s'arrêtait et j'y arrivais pas, c'était épouvantable. J'ai recommencé à zéro et en fait j'ai dû beaucoup changer ma manière de travailler. Par exemple, chez nous, quand on monte un pot sur le tour, on centre un gros patio, on l'appelle en Bourgogne, une grosse balle de terre, on la creuse et on monte les parois, et il faut vraiment y aller avec la force des poignets. En Corée, on va monter une quille, comme vous voyez sur la photo, on va monter une quille d'argile assez molle, et on va percer le haut de la quille, et ensuite, on ouvre avec les pouces, puis avec la main, comme le potier qui est là. Ensuite, on met le poing et on creuse jusqu'au fond, en laissant un fond bien épais. Et ensuite, on va ouvrir le pot. On va donner la forme. Le pot, la pièce est tournée. Donc la consistance de l'argile, elle est très souple, assez molle. Il faut attendre que l'argile sèche, qu'elle soit dure, mais pas complètement sèche. C'est-à-dire elle a la consistance, nous on l'appelle cuir. Et on peut la déplacer, la transporter sans la déformer. Et c'est à ce moment-là qu'on prend un tournazin. Kal, c'est en coréen. On prend un outil comme ça et on reprend la forme par l'extérieur, c'est comme ça qu'on taille le pied. Vous voyez par exemple ce bol, il a été tourné bien sûr avec de l'argile assez molle. Ensuite il est retourné, il est posé sur un mandrin, c'est-à-dire sur une pièce qui va le maintenir. Le mandrin, on le voit très bien à la base du pot sur la photo. Et avec le couteau, on va découper le pied et creuser l'intérieur. Donc ce sont deux étapes. Après, il
faut sécher la pièce, laisser sécher la pièce encore. Et on va pouvoir soit décorer, soit émailler, selon l'objectif. Ici, sur le tour, on voit très bien le mandrin. Et la jarre qui est dessus. Ce jeune potier, donc, il s'appelait, donc dans les années 80, c'était Yonggi. Il avait un coup d'œil absolument merveilleux, il avait une douceur pour travailler la ligne. Et bon, les pièces qui sortaient de ses mains, elles étaient joyeuses et toniques et dynamiques. Vraiment des lignes assez admirables. C'était un petit atelier. Bon, mon maître, lui, était plutôt un décorateur. Il aimait beaucoup la peinture. Il aimait peindre avec des oxydes. Donc, il n'était pas un bon tourneur. Donc, comme je vous disais, dans ce petit village de Suguangni, il y avait énormément de fours. Il y a encore beaucoup de fours de nos jours. Bon, les méthodes de travail ont un peu changé. Ça s'est un peu mécanisé, bien sûr. Et, enfin, il y a beaucoup de différences. En 30 ans, ça a beaucoup évolué. Mais les techniques de décor sont restées. Est-ce que vous avez probablement vu des céladons décorés avec des incrustations de grues, de nuages. J'imagine que si vous êtes ici, vous avez déjà une petite approche ou une grande approche de l'art coréen, de la céramique coréenne. Vous avez vu des céladons décorés à l'engobe blanc, à l'engobe noir. Donc la jeune fille ici est en train de poser l'engobe noire dans les incisions pour obtenir un céladon incrusté. Donc elle a déjà posé le noir, ensuite elle a lissé à nouveau la surface avec toujours le même outil. Et donc la surface est uniforme et le dessin réapparaît en couleur, enfin avec les couleurs. Le blanc pour les nuages et pour les gris et pour les grues, le noir pour le bec, les yeux, la crête. Ces jeunes filles qui travaillent le décor, elles font de nombreuses heures, elles commencent assez jeunes et elles ont vraiment une dextérité qui est aussi le produit de la pratique et de l'exercice constant. Voilà une pièce beaucoup plus travaillée, encore plus complexe, à double paroi. C'est-à-dire, là il y a deux pièces qui sont tournées. La plus grande, et quand elle est à la dureté du cuir, elle est coupée en deux suivant l'équateur, donc elle est ouverte. On place la plus petite à l'intérieur, on fait les joints très soigneusement de façon à ne pas entraîner des fentes. Et puis ensuite, on remet la partie supérieure qu'on soude très soigneusement. Ici, c'est un céramiste, son nom c'est Kim Koo-han. Il a travaillé longtemps en Corée, mais s'est installé finalement à Kyushu, au Japon. Et lui travaillait le céladon incrusté, les pièces ajourées, très finement ciselées. Je me souviens, il avait fait 8 vases de ce type et après cuisson, il lui en restait 2 qui étaient parfaits, sans fente, etc. Quand la pièce sèche, elle perd de l'humidité, elle se déforme un petit peu, elle aura tendance à se déformer, disons, suivant la rapidité du séchage. S'il y a des courants d'air dans l'atelier, c'est très mauvais pour le séchage. Ensuite, dans le four, au fur et à mesure de la montée en température, l'eau s'évapore, la silice change de structure, il y a une légère augmentation de volume avant d'arriver à la température de 1260-1270 degrés. Et puis, quand on redescend en température, la pièce
rétrécit. Et depuis la fabrication jusqu'au séchage, on a entre 15 et 20% de retrait. Donc ça veut dire des tensions au sein de la matière. Donc si le plus grand soin n'est pas apporté, si on est débutant, qu'on n'est pas bien le matériau, on peut perdre les pièces assez facilement, elles se déforment, elles se fondent, etc. Les Coréens, ils sont très attachés à leur tradition. On va voir comment ils sont plus proches encore des traditions que nous. On va voir les phénomènes historiques et géographiques qui ont amené à ce résultat. Ici, je vais vous montrer un travail contemporain d'une céramiste, Madame Cho Chong-hyun. Elle a été très longtemps professeure à Ihwa Yode, c'est l'université de Ihwa. Et elle a beaucoup étudié la tradition des jarres alimentaires, c'est-à-dire des grandes jarres qui conservaient les aliments. Et ces décors incrustés, ils reprennent en quelque sorte les motifs et les rythmes qu'on trouve sur les jarres, les grosses jarres alimentaires dans lesquelles on fait fermenter et on conserve le kimchi. Ici, on a des tampons. L'incrustation après avoir ciselé la pièce, c'est une technique qui vient de la dynastie Koryo, donc qui vient on va dire, du 10e au 13e siècle, c'était la dynastie Koryo, du 10e au 14e siècle, pardon. Les céramistes, les potiers ont beaucoup utilisé les techniques d'incrustation à ce moment-là, comme ce travail d'incrustation que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, après, on a assisté à un changement d'époque, changement de dynastie, changement de société, changement politique, qui ont amené pas mal de mouvements au sein de grands changements même, on va dire, dans l'art et dans la céramique en Corée. Les Coréens ont ensuite beaucoup utilisé les pièces décorées avec des tampons. Ici, vous avez les tampons. Ce potier, il s'appelle Lee Kang-hyo. Il travaille à Chungcheongdo, c'est dans la partie centrale de la péninsule. Et les tampons, j'ai des petits tampons ici que j'ai apportés, si vous voulez, à la fin de notre réunion, vous pourrez vous approcher, regardez. Voilà des tampons en terre qui sont fabriqués soigneusement avec des petits couteaux très bien aiguisés, des petits couteaux en bambou. Et avec le tampon, on imprime sur la surface, comme si c'était la surface ici, on imprime avec un mouvement net et régulier. Donc on a des dépressions qui sont ensuite remplies avec de l'engobe, c'est-à-dire de l'argile blanche, ou d'une autre couleur, c'est possible aussi, et pour avoir un motif comme au fond du bol. Toutes ces données techniques, elles vont vous être utiles pour comprendre mieux l'esthétique, la pratique, la fabrication et pour comprendre mieux les volumes et même les formes. Voilà un four, toujours à Icheon. C'est le four de Haegang. Haegang était un céramiste qui a traversé tout le XXe siècle, parce qu'il est né en 96 plus exactement, pour partir à l'âge de 98 ans. Et lui, il a eu cette passion pour les céladons coréens, il a eu une passion qui l'a emmené dans les musées, sur les sites archéologiques dans tout le pays. Il a monté son atelier dans des conditions très compliquées, très difficiles,
parce que la Corée a été colonisée par le Japon. C'était une colonisation très dure et très dramatique pour tout le pays et pour la culture de ce pays. Après la guerre de Corée, il s'est installé à Incheon et il a monté un atelier qui a pris beaucoup d'ampleur. Et mon maître Ijuni avait été apprenti chez Haegang et il avait ensuite monté son atelier tout près. Donc moi je passais tous les jours, presque tous les jours devant l'atelier de Haegang. Et je suis souvent allée prendre des photos, observer les méthodes de fabrication. Et j'ai souvent rencontré M. Yu Kun-hyung, c'est-à-dire le grand potier Haegang. Et on avait des rencontres très intéressantes parce que comme je parlais très peu le coréen et lui pas du tout l'anglais, on se croisait et puis on se disait bonjour, et puis quand je parlais pas coréen, il trouvait ça si drôle, il éclatait de rire, alors nos échanges étaient toujours assez joyeux. Et ces fours étaient magnifiques. Donc vous avez vu le four à une seule chambre, et c'est un four qui s'utilise encore beaucoup, enfin c'est un concept de four qui s'utilise encore beaucoup de nos jours, mais une manière une manière différente, on va dire, de travailler, c'est dans un four à plusieurs chambres. Si le four est déjà couché sur une colline, on va conserver la température plus longtemps, on va utiliser moins de combustible, donc la température va monter plus haut, et le fait d'avoir plusieurs chambres dans le four, ça permet d'obtenir une température plus égale. Maintenant, des fours, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chambres. Les Chinois avaient des fours qui faisaient peut-être 50 chambres, enfin c'était des fours dans la Chine des Song, dans la Chine au cours des siècles, avec cette quantité de peau qui était destinée à l'exportation, avec une quantité faramineuse de céramique. Il y avait une très grosse industrie céramique, donc des fours absolument immenses. Et ça, c'est une merveille de les voir, ou d'en voir les photos, ou d'en écouter, ou d'en lire les rapports. Donc, c'est un four de taille moyenne, on va dire ici. Très intéressant pour nous de voir poser contre le four. Si je me trompe, ça s'appelle un tigé. C'est une hotte que les hommes mettent sur leur dos, et dans cette hotte, ils vont transporter l'argile, le combustible, les matières premières. Ils transportaient, on parle maintenant au passé. En 1979, quand je suis arrivée à Incheon, c'était un moyen de transport encore très très utilisé, surtout que les routes ne sillonnaient pas tout le pays comme aujourd'hui. Et donc regardez bien ce tigé, parce que il est très significatif du pays de la Corée. On doit s'imaginer une péninsule avec un peuplement assez dense dans les vallées, parce que dans les montagnes il y a beaucoup, bien sûr, moins d'habitations, moins de possibilités de culture, donc peu de routes, mais des sentiers, et tout le commerce, toute la communication, tous les transports se faisaient autrefois soit à pied, avec donc de lourdes charges sur le dos, soit par voie fluviale ou maritime. Donc pour moi c'est un souvenir, et c'est vraiment très, très significatif de la céramique d'autrefois. Vous voyez de petits bâtons, on dirait des allumettes, qui sont plantés dans une petite boule de terre. Ce sont des montres, non, on les appelle des montres fusibles, c'est-à-dire qu'elles nous indiquent la température dans les fours. On prend un petit peu d'émail entre les mains, on en fait un tout petit colombin, c'est-à-dire une petite baguette fine,
Et on plante la baguette bien à l'horizontale sur une petite boule de terre molle. Ici, vous avez un émail de couleur grise. La couleur grise, elle est due à la cendre. Et ici, vous avez une baguette de couleur différente, un peu jaune, un peu brune. C'est dû à la quantité de fer. Donc là, on a deux glaçures qui vont fondre à une température très, très semblable, mais un peu différente. Et le potier, par un regard, c'est-à-dire par un orifice du four, il voit déjà la couleur de la flamme. La couleur de la flamme, ça varie, ça va de l'orange opale, autour de 650-700 degrés, et ça va jusqu'au blanc brillant. Le blanc brillant, c'est 1350, et bon, ça peut être encore plus blanc, encore plus brillant, si on monte encore plus en température. Donc, la couleur de la flamme va nous donner une indication de la température, mais ceci va être beaucoup plus précis. Au fur et à mesure de la montée en température, la baguette va fondre et on va voir descendre la montre. Maintenant, un petit tesson avec un trou, ça permet d'enfiler dans le four chez nous, on utilise du fer à béton, c'est-à-dire des longues baguettes fines et métalliques. Je ne sais plus ce qu'on a comme matériau pour l'introduire dans le four à cette température-là, que le métal résiste. Et on a une pointe un peu pointue, et on l'introduit dans le four, et comme ça, on peut sortir le tesson et observer soigneusement la texture de l'émail. Est-ce que c'est déjà fondu? Est-ce que ça commence à briller? Est-ce que c'est encore visqueux? Est-ce que est-ce qu'une partie, mettons, le foyer est vers le bas du four, donc mettons on est vers le foyer, il se peut très bien que cette partie-là soit déjà brillante et fondue, mais juste derrière, il y aura 20 degrés de moins, on va dire, et ça ne va pas être fondu. Donc, ce sont des témoins bien plus fiables que nos montres industrielles, que les montres industrielles qu'on achète en commerce chez les marchands de matériaux, ou bien que les cannes pyrométriques qui nous donnent une température indiquée sur mon cadran. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu utilises, Catherine? Tu utilises le pyromètre? Les deux. Et les montres? Mais tu achètes des montres? Oui, j'achète des montres. Oui. Tu as confiance alors? Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup confiance dans ce genre de... Enfin, dans les montres, elles changent, elles varient selon le fabricant, selon... sur quelques années d'écart, elles peuvent aussi être modifiées. Elles changent. Et voilà mon maître Ijuni, qui malheureusement est parti très tôt, quand il était encore très jeune. Et lui aimait décorer aux oxydes. Alors les oxydes, vous avez l'oxyde de fer. Vous le connaissez, vous avez déjà vu des objets rouillés. C'est l'oxyde de fer par excellence. C'est le plus omniprésent dans les argiles et pour nous pour travailler. Mais on a aussi le chrome qui va donner un vert et qui est même vert sur la cuisson. Puis après on a le cobalt. Le cobalt ça devient bleu. Le cobalt il est précieux et cher. On va voir tout à l'heure l'utilisation du cobalt. Et bon, il y a différents oxydes qui peuvent donner différentes couleurs, mais en haute température, c'est-à-dire ce qu'on appelle haute température, c'est la température du grès à 1250 degrés et au-delà. En haute température, beaucoup d'oxydes s'évaporent et disparaissent. Donc il nous reste le chrome, le cobalt, le fer, le manganèse, le titane. Enfin, on n'a pas une palette de couleurs très grande. Ceci dit, entre parenthèses, quand vous voyez la porcelaine de Sèvres ou quand vous voyez les porcelaines chinoises, elles sont polychromes, il y a de nombreuses couleurs et ça veut dire que les pièces ont été cuites à plusieurs températures différentes.
On aura une cuisson à 1300 degrés par exemple pour le fer et pour le cobalt. On aura une cuisson à 1250 pour les verres. On aura une cuisson moindre encore pour les roses et pour les rouges. Donc à Sèvres, il y a des pièces qui peuvent arriver à être cuites, enfin qui peuvent être cuites jusqu'à 10 fois, 10 à 10 températures différentes. Mais en Corée, il ne s'agit pas tellement de ça parce que les Coréens, en Corée, on aime la simplicité, on aime la tranquillité au niveau de la céramique. Quand il s'agit des influences, vous le savez sans doute, la Corée est une péninsule. De nos jours, on pourrait presque dire une île, puisqu'on ne peut pas passer par la Corée du Nord pour rejoindre la Chine. Donc, c'est un milieu insulaire en quelque sorte, fermé. Les influences sont moindres. Il y a moins de communication, il y a moins d'échanges culturels. Mais ici, c'est Madame Cho Chong-hyun, dont vous avez vu le travail, professeure à l'université Ihwa. Elle a voyagé, elle a voyagé aux États-Unis dans les années 70. Elle a étudié, il me semble, à Alfred University, qui est une très bonne université pour la céramique dans le nord de l'État de New York. Et elle est revenue après 2 ou 3 ans d'études à l'étranger, donc avec un bagage culturel pour apporter de la nouveauté dans son métier. Et à cette époque-là, dans les années 70, beaucoup de jeunes Coréens sont partis avec l'aide du gouvernement, avec des bourses, avec déjà la permission de quitter le pays. Un passeport, c'était déjà à l'époque une grande chose. Et tous ces étudiants qui sont allés à l'étranger ont rapporté l'influence, ont rapporté les techniques, les sciences, donc c'est assez significatif dans le paysage céramique coréen, une grande fermeture pour s'ouvrir à partir des années 70, pour s'ouvrir vers l'extérieur et recevoir une influence extérieure. Voilà donc une biennale de céramique contemporaine qui a eu lieu en Corée, c'était en 96 je crois, comme il y a des biennales donc relativement avec régularité, à Séoul, une biennale de céramique contemporaine tous les 2 ans, qui apporte beaucoup de renouveau, beaucoup d'influence extérieure et c'est bienvenu dans un pays où il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup d'ouverture et beaucoup de curiosité pour ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, bien entendu, le paysage céramique que je vais vous décrire, il est tout à fait subjectif. Moi personnellement, je suis très attirée par la céramique usuelle, je suis très attirée et je me nourris de la tradition. En quelque sorte, c'est la raison pour laquelle je suis allée en Corée et en Orient pour apprendre plus encore de cette tradition orientale qui me fascinait. Et on a en Corée, on a vraiment 2 tendances. On a la tendance traditionnelle qui plonge ses racines dans l'histoire de la Corée, et on a les tendances contemporaines qui se nourrissent de la mondialisation et des influences extérieures. Ici, c'est un travail de Lee Young-ho. Lui aussi est dans la région de Incheon. Ça, c'est une pièce en porcelaine, c'est son travail. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez venir, vous pouvez toucher, vous pouvez sentir la texture des glaçures tout à l'heure. Donc, Lee Young-ho, lui, il est allé à l'université nationale, c'est-à-dire, on va dire, la meilleure université de Séoul. Et quand je lui posais la question, en lui demandant s'il avait eu des professeurs qui lui avaient enseigné la céramique contemporaine avec des valeurs
d'art contemporain, etc. Et il a dit oui, mais ça, il n'a pas beaucoup, enfin, il n'a pas été très attiré par cet aspect-là du métier. Il a appris plus en observant les céramiques anciennes dans les musées et en observant les tessons. Ici, c'est sur un site de fouilles à Phunwangni, c'est-à-dire sur le site de la manufacture royale de Corée. Phunwangni, c'est en amont de Séoul sur le fleuve Han. Et c'est la région où les céramistes ont travaillé pour la cour, c'est la région des fours gouvernementaux, on va dire. Et Phunwangni, c'est l'endroit où finalement, en 1750, les fours ont été construits d'une manière durable et stable. Et donc la manufacture royale s'est développée, c'est ça qui donne vraiment c'est ça qui a produit cette porcelaine de la dynastie Joseon, et dont voici les fouilles. Cette photo, c'était en 2005, je crois, et quelques universités avaient envoyé des chercheurs et des archéologues pour fouiller et lire en quelque sorte l'histoire de leur céramique. Ici, un autre céramiste contemporain, il s'appelle Lee Kang-hyo. Je vous donne les noms parce que peut-être les uns et les autres, vous avez des connaissances déjà parmi les céramistes. Et lui, il a étudié comme la plus grande partie des céramistes et des potiers en Corée de nos jours. Il a étudié à l'université de Dankook. Mais même chose, ça l'a pas nourri suffisamment. Il est allé dans les villages et il a travaillé dans les ateliers où on fabriquait, je suis obligée de parler au passé maintenant, on fabriquait les jarres usuels pour la conservation des aliments. Et donc il a passé 2 ans là-bas à travailler sur les grandes jarres. Et il a fait... lui, il a fait quelques pièces absolument magnifiques, des jarres très grandes, mais décorées avec de l'engobe blanc. Et ça, c'est à Icheon, au centre céramique qui a été construit au début des années 2000. Et il y a maintenant une grosse structure dédiée à la céramique à Icheon, à Yeoju. Enfin, à Icheon, c'est la céramique artistique et usuelle. Et à Yeoju, on a plus l'aspect du design en céramique. Donc, ce sont des immeubles, enfin, ce sont des bâtiments très contemporains, très vastes, où il y a des salles d'exposition, des ateliers pour travailler, des parcs d'attractions, entre guillemets, sont des parcs où il y a des fours, où il y a des sculptures gigantesques. Et ces centres céramiques, Icheon et Yeoju, ils drainent énormément de visiteurs. Quand chez nous en France, la céramique pourrait attirer quelques centaines de personnes, voire quelques milliers dans les très grosses expositions, en Corée, je sais que, en Corée, on compte par millions. Et ce sont des autobus entiers qui viennent de tout le pays, qui emmènent les visiteurs. Et c'est incroyable de voir l'attrait que la céramique exerce sur la population en général. Donc on a des cars d'écoliers, on a des cars de retraités, on a des cars qui viennent de l'autre bout du pays pour visiter la biennale qui a lieu à Icheon depuis 2001. 2001, c'était la première année.
Si je vais parler de la singularité de la céramique coréenne, il faudra... Enfin, il y a quelque chose dans l'époque, il y a une attirance pour un certain type de travail. Si on connaît un petit peu le céladon, voilà donc une jarre Maepyeong, une jarre décorée de couleur céladon. Le céladon, c'est fabriqué lors de la dynastie Koryo, c'est-à-dire 10e siècle jusqu'au 14e siècle. L'influence était chinoise. Et la Chine des Song a eu une très très grande influence parce que l'époque Song a été très mouvementée en Chine. Il y a eu des guerres, il y a eu des migrations. Et il est en fait évident, certifié par les archéologues, par les céramiques anciennes qui démontrent que la fabrication est strictement semblable. Si on veut lire en quelque sorte sur un pot, lire les méthodes de fabrication, les influences et les types, les techniques utilisées, on va retourner la pièce de façon à avoir la couleur de l'argile. Donc si c'est brun, c'est différent de la couleur sous émail. On a l'engobe, ce que j'appelle l'engobe, c'est en général blanc. Ici, vous voyez, l'engobe est posé avec, c'est pas un pinceau, c'est un balai. En coréen, on l'appelle kuyal, c'est le nom qu'on donne au sorgho, si je ne me trompe pas. Et donc, ce sont des branches de sorgho qui sont liées et qui servent à décorer. Et on va appeler Kuyal Punchang le décor obtenu avec cette brosse. Voilà, donc c'est maintenant. Enfin, je vous donne tous ces détails de façon à ce que vous arriviez à lire les détails pratiques qui permettront d'avoir un sens plus pratique, plus technique, on va dire. Alors, il se trouve que c'est un phénomène d'époque qu'après la dynastie Koryo, c'est le coup d'État de Yi Sang-ye qui a pris le pouvoir en 1392. Il a fondé la dynastie Joseon, la dynastie Yi, qu'on appelle aussi. Il y a eu donc un renversement dans le goût. On a eu un goût plus confucéen. Le Yi Sang-ye, il a voulu faire abstraction de toute cette histoire du céladon décoré. Il a voulu faire abstraction d'une époque et d'une expression artistique. On est passé d'un gouvernement encadré par le bouddhisme, d'un gouvernement dont la religion principale était bouddhiste, à un gouvernement confucéen, donc des valeurs plus strictes, plus rigoureuses, un goût pour un art sobre, et un art en céramique, on va parler de sobriété, de tranquillité, de modestie en quelque sorte, c'est-à-dire plus de tempérance, plus de calme et plus de, moi je vais dire un mot qui est plus de tendresse et plus de subtilité au niveau des couleurs. Parce qu'on a les blancs, on va avoir les couleurs du fer qui vont bien sûr varier toutes les tonalités de blanc, de crème, de brun, mais on n'a plus le faste de la dynastie Koryo. On a quelque chose de beaucoup plus modeste. Et il se trouve que de nos jours en Corée, les céramistes contemporains sont très attirés
par le punchang et par la porcelaine blanche. Et il est un fait que si certains galeristes aimeraient bien exposer des céladons, parce que le céladon c'est un patrimoine coréen aussi, mais il se trouve qu'il y a très peu d'artistes contemporains qui travaillent le céladon. C'est pour ça notamment qu'ils avaient invité Jean-François Fouillou. Jean-François Fouillou, c'est un de nos... Enfin, c'est un très bon céramiste. Et lui, il travaille le céladon avec passion. Et Jean-François Fouillou, à Séoul, il a vraiment énormément de succès. Donc, en Corée, peu travaillent le céladon et peu le travaillent avec une grande maîtrise. Et il se trouve que je pense que c'est vraiment un phénomène d'époque. Tous sont attirés par cette tonalité plus tranquille et plus simple. Voilà un travail de Che Song-jae s'appelle. Encore le travail de langue blanc, décoré au doigt. Et voilà une vue de l'exposition de Icheon, donc la biennale mondiale de céramique à Icheon. Bon, là j'ai pris la photo dans la salle où sont exposés les céramistes qui travaillent d'une manière traditionnelle, on va dire, qui puisent dans la tradition. Et il se trouve que ce sont encore des blancs, des tonalités claires. Peut-être que certains d'entre vous étaient ici il y a 4 ans, où j'ai parlé de la céramique coréenne aussi. Quelques photos sont semblables, et je vais vous montrer assez vite ces paysages de Mungyang. Donc, Mungyang, je crois que c'est Chungcheongnam-do, au centre de la Corée. Un paysage assez reculé. Voilà le frère de Kim Jong-ok, le potier, qui va porter à manger à ses vaches, en fait. Il ne s'agit pas d'argile, ni de combustible, ni de matière première. Ces photos, je les ai prises en 1980. Et à l'époque, on arrivait dans cet atelier à pied parce que la route ne montait pas jusqu'à l'atelier. Ça veut dire que toutes les matières premières arrivent à pied. Et sont extraites donc très localement. Et la production de M. Kim Jong-ok, qui est assis sur son tour là, à tourner des tasses, sa production, elle est vraiment, on va dire, c'est campagne profonde, c'est le caractère de l'argile, pas brute, puisqu'elle est également tamisée, mais c'est vraiment artisanal, sans machine, sans importation extérieure. Là, c'est donc Kim Jong-un quand il était jeune, avec son fils derrière lui, qui bien sûr a repris le métier. Et lui, il fait ça, il retourne avec la pelle, la terre pour refaire un taille, pour marcher avec les pieds pour pétrir la terre. Et voilà son tour, dont il m'a dit que c'est son grand-père qui l'avait fabriqué. Et vous voyez qu'il est parti lui aussi d'une quille et il plonge la main au fond du pot pour ouvrir le volume. Pour nous, c'est vraiment différent. Pour nous, les Européens, on n'aurait pas eu l'idée de cette technique-là. Et vous voyez, le tour, il est tout petit, il n'a pas beaucoup d'inertie, donc la vitesse est très lente. Donc, il faut avoir plus de subtilité, peut-être moins de force et plus de tendresse, plus de subtilité pour monter le pot. Lui grave avec un outil pointu, il grave le poisson sur la surface recouverte d'engobe, c'est-à-dire que comme l'argile est plus ferrugineuse, on va avoir la couleur qui ressort, la couleur du dessin. Et voilà le four. Donc c'est du granit
local. Ça paraît étonnant, mais le four, le foyer principal du four, il est construit en pierre. Et ensuite, bon, les briques, elles sont fabriquées aussi, avec de l'argile. Voilà, petite maison traditionnelle, avec, à l'époque, chez M. Kim Jong-ok, c'était vraiment, c'était une ferme. On va faire un très bref passage à travers l'histoire. Donc, vous le savez sans doute, la population coréenne est très uniforme. Il y a 200 noms de famille, donc c'est un peuple très uni, enfin un peuple aux caractéristiques très uniformes, qui est arrivé depuis les monts de l'Oural. On parle toujours des migrations vers l'Est, depuis les monts de l'Oural, comme les Mongols, comme les populations du nord de l'Eurasie, ont traversé la Sibérie. Dans le cas des Coréens, ils sont venus des monts de l'Oural probablement, enfin du nord de l'Eurasie, et migré vers l'Est pour s'installer dans la péninsule coréenne. Alors, je vous dis ça ici parce que on peut lire dans l'archéologie, on peut lire dans les vestiges archéologiques de même manière que le font les linguistes pour arriver à déterminer les familles, le peuple et les familles qui ont fondé les races de tel ou tel pays. Ici, on a une céramique qu'on appelle en allemand Kammkeramik, ça veut dire céramique décorée au peigne. Le nom est allemand parce que le premier archéologue qui a trouvé ce type de poterie, il a donné le nom allemand et le nom allemand est resté. Poterie décorée au peigne. Il y a beaucoup de pièces qui font une cinquantaine de centimètres de haut, voire 60 centimètres de haut, ce sont des grandes pièces. Ce sont les poteries des premiers agriculteurs, donc la période néolithique. Et on a cette grammaire, entre guillemets, cette grammaire de style dans tout le nord de l'Asie. J'avais ici un document que je peux vous montrer tout à l'heure et éventuellement si vous voulez. On voit la poterie de tout le nord de l'Asie qui utilise cette grammaire de forme et au fur et à mesure des déplacements vers l'ouest, c'est légèrement modifié. Donc ça c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est une cuisson sans four, donc une température assez basse. Et avec le temps, et les technologies vont s'améliorer. On cuisait les poteries sans four, on a une température qui est basse. Ici, il y a un petit pot qui est cuit à la flamme. C'est pour vous donner, si vous le désirez, une idée de la porosité et une idée de la sonorité de ces pièces. Je dis sonorité parce que quand on prend une porcelaine cuite à 1350, ça sonne presque comme du cristal. Et quand on prend une pièce de terre cuite, il se trouve qu'elle est trop bien cuite là, c'est vraiment un son mat. Et c'est pas tellement imperméable, c'est poreux. Donc au fur et à mesure des apports technologiques, les potiers vont pouvoir monter en température. Et donc ça c'est la même époque, même type de fabrication. Un type différent de décor. Ici on a un décor gravé, on a un décor en relief. Ça correspond à la période suivante. Et quand on arrive ici, donc on va s'approcher de l'âge du bronze. La technologie de cuisson s'est améliorée et la température de cuisson a donc monté. L'exigence pour les pâtes, pour les argiles est plus grande. Donc au niveau de la fabrication, on a déjà beaucoup gagné. On peut faire des pièces plus grandes, plus légères, plus résistantes. Donc ici on a l'âge du bronze, ici on a l'âge du fer.
On a déjà aussi quelque chose d'assez évolué, d'assez raffiné au niveau des décors. Encore l'âge du fer, il y a toute une série de céramique cuite à basse température encore, c'est-à-dire quand on dit basse température, c'est 900 000 degrés, et ces pièces sont polies, donc elles vont acquérir plus de solidité. Il y en a des noires, qui sont en quelque sorte enfumées pendant la cuisson, et il y en a d'autres qui sont rouges. Et ce type de pièce a été trouvé en dessous des dolmens, qui étaient des dolmens qui ont été trouvés en grande quantité au nord de la, enfin plus au nord encore de la Corée du Sud, de la Corée. Mais donc ce sont des pièces funéraires. Et maintenant, vous voyez quelque chose. On a eu un grand progrès technologique au niveau de la technologie de cuisson, technologie des fours. Vous voyez que cette pièce, elle est brillante, ici, mais la brillance n'est pas partout uniforme. C'est une pièce sans émail qui a été cuite à graisse, c'est-à-dire qui a été cuite à 1250 au moins. À partir de 1250 degrés, la cendre qui vient du bois de cuisson, la cendre se volatilise et vole dans le four, va se déposer sur les poteries qui vont, dont l'oxyde de fer qui est contenu dans l'argile se combine avec la cendre de l'atmosphère du four, et voilà un premier émail. Donc, apparemment, on dit, mais c'est même presque sûr, que les Chinois ont inventé les premières glaçures. Et parce que les Chinois ont inventé aussi les fours couchés, c'est-à-dire au lieu d'avoir un four assez primitif, la chaleur monte et s'en va vers le ciel directement. À partir du moment où on couche les fours, on conserve la température plus longtemps, on arrive à 1250 et donc on peut faire des glaçures, les premières glaçures à base d'argile et de cendre. C'est tout aussi simple, ça, il n'y a rien de vraiment mystérieux dans les glaçures, donc ça c'est pas non plus un proto-céladon, ça c'est simplement une pièce sans émail. Et c'était moulé? Non, 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 c'est façonné à la main, vous voyez, cette partie est tournée, ces parties-là sont tournées aussi. Moi quand je vois une pièce comme ça, je pense aux migrations des peuples d'Asie, du nord de l'Asie, qui ont traversé les steppes à cheval. Et vous avez peut-être vu des tasses qui s'appellent des ritons et qui ont la forme d'une corne de vache. Et ça pour des gens qui vivent à cheval et qui n'ont pas besoin de poser leur tasse sur une table, c'est quand même assez pratique. Et bon, ça c'est une idée personnelle que j'ai pas vraiment explorée ni vérifiée. Les ritons, ils sont vraiment... enfin, ils vont vraiment avec les cavaliers. Et c'est pour ça que quand vous voyez des tasses en forme de corne, il y a parfois une tête de cheval au bout. Mais ça, ce sont les Coréens, d'accord, mais ce sont aussi les Scythes et ce sont aussi les peuplades de Sibérie, à travers les âges et à travers les milliers de kilomètres qu'ils ont parcourus à cheval. Donc voilà, un vrai céladon. Je ne sais pas si la photo est assez bonne, parce que cette pièce, elle a une glaçure magnifique, quadrillée et très très pure. Entre parenthèses, est-ce que vous distinguez les craquelures? Oui, on les voit. D'accord. Vous voyez que les craquelures, elles prennent surtout au col une espèce de... c'est comme une vrille. Donc, en fait, l'émail, il suit les tensions qu'on a données, enfin les tensions qu'ont subi l'argile, les argiles, les pots, sur le tour. Et l'argile va suivre ça. Ça veut dire, ça c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur du four, au niveau changement de température, fonte, la fonte de l'émail et la vitrification du caisson, ça veut dire la vitrification de l'argile. Donc tout ça c'est pour vous dire que
Bon, c'est quand même très délicat, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte quand on fabrique les pots. Et dans le dessin de l'émail, c'est quelque chose je trouve très beau, parce qu'on peut lire la fabrication en fait. Ici, on a un céladon magnifique, et on a une forme tout à fait sinisante. On peut lire l'influence de la céramique chinoise chez les Coréens. Maintenant, on a encore une pièce de la dynastie Koryo sur la gauche. Et j'ai choisi de vous projeter cette photo qui est dans la revue coréenne de ce mois-ci, enfin dans la dernière revue, pour 2 ou 3 raisons. Ici, c'est une pièce qui est au musée de Sèvres, qui a été rapportée en France par Colin de Plancy. Il a été consul de France, et vous la connaissez alors cette pièce, probablement. Pour moi, elle est très significative, donc. Est-ce que vous distinguez sur la panse, on voit des trous et on voit des rayures. Donc, c'est une pièce qui a été travaillée d'une manière relativement fruste, c'est-à-dire que l'argile n'a pas été tamisée comme on a vu sur la première photo. L'argile n'a peut-être même pas été tamisée du tout, peut-être qu'elle a été simplement nettoyée avec les doigts et avec un fil et avec un couteau pour enlever les petites pierres, les petites racines petit à petit. On voit des traces de doigts ou des traces de couteau, le tournasin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est rapide. Et juste, tiens, je vois que ici, moi ça m'arrive sur les pots d'avoir ce genre de défaut quand j'oublie un petit morceau de branche ou un petit morceau de bois dans la terre. Donc là, on aurait un petit morceau de bois et, bien sûr, il brûle à la cuisson. Donc on a un trou. Ça veut dire en fait, les potiers coréens, ils sont pas aussi méticuleux que les Chinois. Ils sont, on va dire, moins sophistiqués que les Chinois, mais et moins méticuleux peut-être que les Japonais. Et ça, c'est peut-être un inconvénient pour certains. Pour moi, ce sera un avantage parce que il y a beaucoup de naturel, dont il y a une expression un peu crue du matériau d'une part, et une expression un peu tonique et dynamique du potier. Alors, sur la droite, on a une copie. Ça a été fait à Sèvres en 1896. Ça veut dire qu'à Sèvres, ils ont vu arriver les pièces coréennes. Ils ont été sans doute très touchés par la beauté de la pièce, parce que la ligne est magnifique. Ils ont voulu l'imiter. Moi, je veux souligner ici qu'on a une forme tonique. À gauche, on a la pièce coréenne qui part vers le haut et qui a une ligne très gracieuse, mais une ligne qui a un rythme. Sur la droite, c'est une copie. Alors, si c'est une copie, on ne va pas avoir la même énergie dans le travail. On ne va pas avoir la même spontanéité, ni le même propos. C'est pas le même but. Et on a une ligne assez sinueuse. C'est une courbe très gracieuse. Quant à la couleur, je pense qu'elle n'est pas très bien reproduite sur la photo. À mon avis, le rouge, c'est un rouge sang de bœuf, il doit être un peu plus lumineux. Hein. Il doit pas être aussi foncé. Il n'est pas aussi marronasse que ça. Non, il est plus rouge, je pense. Bon, ça, alors, ça me fait penser que j'ai une amie coréenne qui m'a dit, après moult réflexion, parce que bon, elle est déjà très âgée, elle a beaucoup étudié la céramique coréenne depuis les États-Unis, elle habite aux États-Unis, et elle est née au Japon et grandie au Japon. Et donc elle m'a fait remarquer une fois que la céramique coréenne
elle est plus yang, comme le peuple coréen est plus yang que le peuple japonais qui est plus yin, plus féminin. Et les céramiques coréennes, si vous regardez les bouteilles, ou si vous regardez les jarres, vous allez voir que les jarres ont des épaules. Et vous allez voir que le pied, vous allez voir sur d'autres pièces. Un pot coréen, il a un pied, mais c'est un pied, il est droit. Et il est tonique, il va vers le haut. Souvent, sur les bols japonais, on voit comme une petite jupette. C'est un peu ouvert, c'est très joli, c'est très élégant. Mais c'est moins robuste. Et donc, mon ami Nami me disait aussi que les pièces, si on prend une bouteille japonaise, elle va avoir tendance à tomber un peu vers le bas. Donc, en lourdeur. Et donc, on a masculin, féminin. Et ça, c'est à mon avis, c'est une vision, enfin, quelque chose que si vous êtes collectionneur, si vous aimez la céramique, vous allez vous apercevoir que bon, les pots, ils ressemblent aux gens. D'abord, il y a le même vocabulaire. On a les pieds, on a la panse, on a les épaules, on a le col, on a la lèvre. Donc, tout ça, ça veut dire que, bon, ancré dans les millénaires de l'existence de l'homme, on a cette proximité, parce que la céramique, elle vient avec les peuples agriculteurs. Elle vient pour conserver, elle est nécessaire pour conserver les céréales et pour conserver les aliments. Bon, si on a des chasseurs-cueilleurs, ils n'ont pas besoin de conserver la nourriture dans les jarres. Donc, ça veut dire que la céramique est tellement proche de l'être humain au niveau de l'estomac, je vais dire. Que, en fait, c'est tellement proche qu'on ne s'en rend pas compte. On ne se rend même pas compte que le vocabulaire est semblable et on ne se rend pas compte que l'aspect est semblable aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé voir ces deux pièces l'une à côté de l'autre parce que là, on a pas mal de points de comparaison. Après, sur la pièce coréenne, donc en fait c'est un céladon, on va plutôt dire un céladon pas très raffiné, hein, mais ça tire vers le bleu-vert. Le céladon il est à peu près transparent, il ne couvre pas complètement la pièce, donc le pot il a sa tonicité, elle vient du modelage plus que de l'émail, parce que l'émail est posé, tandis que la pièce elle est montée sur le tour. Ici à droite, c'est un magnifique support d'émail, et l'émail il est très bien réussi parce que, bon, il est moins épais en haut parce qu'il a coulé. Donc on n'a plus le sang de bœuf, mais on a une très jolie dentelle de couleur claire et qui s'épaissit. Donc vous voyez que sur le boulot c'est assez c'est joli la bordure, mais c'est pas fait exprès je crois. Enfin peu importe. Et ensuite on a l'émail qui est assez épais, donc qui est plaqué et qui rigidifie un peu la forme. Donc, ça c'est très intéressant de comparer et on va pouvoir déterminer, et à travers ça on peut voir aussi la personnalité du potier, ça c'est intéressant. Maintenant, ça c'est une pièce du 15e, en quelque sorte l'âge d'or de la céramique de la dynastie Joseon. C'est une porcelaine d'une très grande pureté. Je suis sûre que si on fait sonner le pot, ça va avoir un son cristallin et très limpide. Et bon, de l'élégance, on ne peut pas dire plus parce que c'est franchement admirable. Et, toujours Punchang, c'est Kakji Punchang. Ici, il y a une pièce dont la technique est la même. On peut décorer, enlever certaines parties, ce qui est intéressant au niveau de l'équilibre entre plein et vide. Ces pièces que je vous montre ne sont pas particulièrement significatives, mais vous avez l'occasion de voir d'autres pièces avec des corps par rapport à la couleur, par rapport à l'équilibre entre blanc et noir, par exemple, dans la peinture, et on a là quelque chose qui est semblable.
qui m'a dit il y a quelques jours en voyant cette pièce, cette photo, tiens, il y a un aspect art nouveau. Et c'est très coréen, ça c'est une pièce qui date du 15e siècle. Mais bien sûr que c'est un aspect art nouveau parce que ce punchang a eu une très forte influence sur la céramique japonaise et notre art nouveau, il a beaucoup puisé, lui, au Japon. Donc vous voyez le voyage. Ça, ce sont des bols à thé. Et moi, j'ai de très sérieux doutes. Ça, c'est personnel, hein, mais c'est dans la recherche. Les bols à thé coréens utilisés au Japon, ça, c'est un fait établi. C'est une longue histoire de passion. On a les noms des célèbres maîtres du thé, Rikyu. On a aussi bon, il y a énormément de bols à thé au Japon. Donc, voilà. Tiens, d'ailleurs ici c'est le même que la deuxième image, mais l'image est un peu déformée hein, sur l'écran, je pense. On a beaucoup plus plat. C'est le même bol. Oh, il y a un problème ici. J'ai pas remarqué que vous aviez une image très très aplatie. Enfin, il y a beaucoup à dire sur ces bols-là. Et quand je vous avais dit qu'on allait cibler la spécificité des céramistes coréens à partir des commentaires des étrangers, il y a un célèbre japonais qui s'appelle Yanagi Soetsu. Et lui, il a été très important pour nous les potiers, il a été très important pour les Japonais parce que c'est lui qui a fondé un mouvement artistique qui s'appelle le mouvement Mingei et qui a mis en valeur l'artisanat japonais à une période de l'histoire où l'industrialisation allait vraiment prendre la main sur l'artisanat. Et Yanagi, il a énormément absorbé de la céramique coréenne. Et lui, avec 2 ou 3 de ses amis, dont je vais vous montrer le travail aussi. Donc Yanagi disait que ces bols sont des bols paysans. Mais donc tout le monde a cru pendant 100 ans que oui, c'est des bols paysans. Mais en fait pas du tout, parce que ces bols, ils sont émaillés. Ça veut dire qu'ils sont déjà coûteux, parce qu'ils sont non seulement fabriqués, mais encore émaillés et encore cuits avec une vraie place dans le four. En émail, on prend plus de place que si on empile les bouts les uns sur les autres. Donc, à mon avis, c'est des bols dont beaucoup ont été fabriqués pour les Japonais, pour la cérémonie du thé. Très certainement, beaucoup ont été fabriqués pour le commerce local. Mais là, je m'aperçois qu'il faut encore étudier et rechercher et voir où est l'erreur. Parce que en y repensant, c'est pas possible que ce soit des bols paysans pour les paysans. Ce que Yanagi a dit pendant... Enfin, il nous a fait croire pendant très longtemps. Encore une pièce avec des corps de fer sous émail, comme ces jarres qui sont derrière vous, ces jarres de l'exposition. C'est le même matériau. C'est pas la même puissance, c'est pas la même argile, c'est pas la même couleur non plus. Bon, comme de toute façon, il y a 1001 variations possibles. Et moi, je dirais que ce dessin a été fait par un enfant. C'est souvent que parmi chez les potiers, bien sûr, le travail de tournage s'est fait par un homme, le travail de marcher la terre aussi sont faits par des adultes, ça requiert pas mal de force aussi.
Mais les enfants qui traînaient dans les ateliers, qui ont besoin aussi de gagner leur casse-croûte dans les sociétés où il n'y a pas forcément les facilités qu'on a chez nous. Donc ça c'est très émouvant. Autre chose qui est intéressante de voir, c'est que la pièce est bullée. C'est la présence du soufre dans l'argile, donc c'est une argile pas très bien choisie, ni très bien nettoyée, mais c'est pas grave. C'est tonique comme ça et dynamique comme ça. Par contraste, une pièce en porcelaine très pure, qui a été décorée là par les peintres de la cour. C'est-à-dire que Punwan et la manufacture royale se trouvant à 1 heure de Séoul, il y avait beaucoup de fonctionnaires qui faisaient la route avec des peintres par exemple, et les peintres pouvaient peindre avec du cobalt. Ça c'est quelle époque? Ça c'est 18e, je pense. C'est une pièce de musée de Osaka, je pense. Si mes souvenirs sont bons. Voilà le célébrissime Talangali, c'est un genre en forme de lune, dont on pourrait parler longtemps, mais alors, petite parenthèse, moi je m'excuse, j'ai pas pris de montre. D'habitude j'ai une montre sur la table. Il est 50, il est 8h moins 10 à peu près. D'accord, ça veut dire qu'on va peut-être aller un peu vite pour terminer. Donc, enfin, trop de choses à dire. Une remarque, les jarres en forme de lune, c'est d'une beauté absolument époustouflante. Tous les conservateurs de musées d'art oriental voudraient en posséder une, mais bon, elles sont rares ces pièces-là, des vraies belles jarres anciennes. Il y en a une vingtaine dans le monde entier. Et il y avait en 2005 une exposition à Séoul. Il y avait 19 pièces qui venaient il y en a une en Angleterre, il y en a une ou deux aux États-Unis, il y en a peut-être une ou deux au Japon, il y en a quelques-unes dans les collections particulières, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça va être quelque chose? C'est une bonne question. Je pense que principalement ornementale, mais on a des jarres en forme de lune qui sont assez sales et assez usées. Ça veut dire usées, ça veut dire qu'on voit qu'elles ont été peut-être dans une réserve avec d'autres pots et un peu malmenées, et qu'elles ont eu des liquides, soit de l'alcool de l'alcool pas pur, soit de l'huile, soit quelque chose qui a traversé la paroi et qui s'est retrouvé dans les fines craquelures. Il y a une pièce, il y a une jarre en forme de lune, c'est celle du musée de Osaka, du musée d'art de céramique orientale de Osaka. Elle est complètement rayée et elle est sale. Donc ça veut dire qu'elle a été utilisée vraiment pour un usage domestique. Alors que la plupart de ces jarres, elles sont assez propres, même elles ont beau avoir 200 ans, début 18e, 300 ans maintenant. C'est principalement un usage décoratif, je pense. Mais bon. Ici, je vais vous montrer. C'est très important pour moi. C'est une page d'un livre de Asakawa Takumi. Asakawa, c'est un japonais qui a été... enfin, ils étaient deux frères, donc il y a deux japonais. Asakawa Takumi et Noritaka. Ils ont été tous les deux en Corée au début de la colonisation, c'est-à-dire ils sont arrivés en Corée en 1913. Et pour travailler l'un comme maître d'école et l'autre comme technicien aux eaux et forêts du gouvernement japonais en Corée. Et les deux, ils ont été très fanatiques de céramique. C'était une histoire de famille parce que bon, le grand-père a une très grosse influence et le grand-père était un poète qui a voulu être potier, etc. Enfin, bon. Et donc, le livre ici
il y a en coréen et en japonais. Mais en français ça n'existe pas et en anglais ça n'existe pas encore. Mais je pense que certainement ça va exister un jour. Donc Asakawa Takumi, et avec son frère d'ailleurs, ils ont parcouru le pays, recensé les fours. Et Asakawa Takumi, c'est le plus coréen des deux frères. Et c'est celui qui a voulu se faire enterrer en Corée. Et on dit de lui qu'il est devenu de la terre de Corée. Voilà. Et donc c'est ça qu'il voulait. Il a fait un répertoire des céramiques et des usages. Et donc ça c'est un livre qu'il a écrit en 1925. Et qu'il a eu... c'est un livre, pardon. C'est un livre oui, qui a déjà un certain âge et qui est réédité de nos jours. Donc pour les potiers, il faut prendre les références. Excusez-moi, je reprends le micro et je laisse le livre. Maintenant, comme il est déjà un peu tard, je vais passer sur un point qui est moins intéressant. Mais ici sur la photo, on a Asakawa Takumi, donc celui qui travaille dans les bois et dans les forêts. Yanagi Soetsu, le fondateur de l'idée du Mingei, qui a beaucoup puisé en Corée, et l'autre frère. L'autre frère, il a dénombré tous les ateliers céramiques de ces années-là, donc 1920, donc ce qu'on a plus, enfin, on n'a plus ça maintenant. Et donc sur Yanagi, il y a des textes en français. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur cette collection d'objets coréens qui est aux États-Unis, mais très rapidement, je vous montre quelques céramiques contemporaines. Et vous allez voir comment c'est imprégné de la tradition. Déjà, une vue générale des expositions qu'on peut voir en Corée à Séoul, vous allez voir que la moitié des pièces sont des pièces usuelles qui s'inspirent du punchang, c'est-à-dire un travail à l'engobe blanc, décor éventuellement au fer, et la moitié des pièces sont des céramiques contemporaines. Donc si on s'intéresse à la tradition, on va être attiré par... on va se retrouver forcément dans le punchang, un gobe blanc et une certaine sobriété. Voilà encore le même travail. Voilà des pièces qui sont représentatives du fer dans les glaçures et du fer dans les argiles. Toujours des couleurs de terre, des couleurs relativement sobres. Ici, c'est Kim Il-kyung. Elle a été artiste, enfin c'est une artiste céramiste de grande renommée. Kim Il-kyung avec Yoon Kwang-jo. Donc, ceux-là sont vraiment les leaders, on va dire, dans la tradition coréenne et dans l'art contemporain. Voilà, je m'excuse, hein, je me suis peut-être un petit peu étalée en longueur et je vous laisse pas trop de place pour les questions. Mais je vais m'arrêter ici.